Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. Bonjour Guy, je suis ravie de vous recevoir travers des aujourd'hui interviews pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Guy Jedong Kenfak, vous êtes camerounais, géographe et environnementaliste et vous avez fondé l'ONG Green Mine and Development en 2018 avec une mission principale qui est la promotion des objectifs de développement durable. Vous allez nous en reparler. Donc bonjour Guy, ravi de vous recevoir. Je vais vous laisser la parole avec une première question en lien avec votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours académique et professionnel et notamment qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour la biodiversité et le développement durable en général? Ok, merci Hélène, merci de cette opportunité que vous me donnez de parler de moi et de mon engagement vers les objectifs de développement durable, envers la préservation de l'environnement. Je suis donc Fagui, je suis camerounais et je suis géographe de formation académique. J'ai fait géographie à l'Université Yaoundé 1, géographie physique, option dynamique de l'environnement et risque. J'ai poursuivi mes études, bien entendu, à l'Université de Yaoundé 1 et je me suis arrêté à Master 2. Il faut dire que mon engagement pour la préservation de l'environnement est né d'un constat assez simple. Après avoir mené plusieurs actions avec l'ONG Greenpeace Africa, où je suis volontaire depuis 2015, nous avons mené plusieurs actions et le constat qui était permanent est que la nature qui nous entoure est menacée. Et cela affecte directement les moyens de subsistance, surtout au Cameroun et en Afrique en général. Et en observant la déforestation, la perte de la biodiversité, le changement climatique, j'ai ressenti le véritable besoin d'agir. Et avec un amour pour l'humanité, j'ai naturellement été orienté vers la protection de la biodiversité et de l'éducation environnementale, qui est la base même de la création du projet de l'organisation Green Mind. Merci Guy pour cette introduction. Et justement, du coup, enfin, on comprend que il y a eu un cheminement et que l'aboutissement a été la création de cette ONG. Comment concrètement ça s'est fait alors je crois que c'est en 2018, mais qu'elle a été créée, que vous l'avez lancée, mais elle existe officiellement depuis le 2021, c'est ça? Oui. Donc, comme j'ai dit tantôt, je suis parti d'abord par mon adhésion en tant que volontaire à Greenpeace Cameroun, dans la sous-base de l'Université de Yaoundé 1 en 2015. Et puis, nous avons mené plusieurs actions sur le terrain. Et face à la dégradation croissante de l'environnement, j'ai décidé de créer Green Mind en 2018, une organisation qui est née par la simple volonté que je voulais rassembler plusieurs jeunes et ayant la même vision. Et cela pour le développement durable. Nous avons donc créé Green Mind en 2018 et en 2021, je l'ai officiellement légalisé devant les autorités administratives, précisément le 8 décembre 2021. Et depuis lors, l'objectif de l'organisation reste de créer qui était de créer une structure qui va au-delà de la sensibilisation, mais qui va accompagner également les communautés à travers des projets concrets tels que la conservation sur les énergies renouvelables, l'agriculture durable, mais en restant focus sur l'idée de base qui était l'éducation environnementale. Très clair. Bah, justement, je propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle en détail de l'ONG, donc Green Mine and Development. Quelles sont les missions principales de l'ONG et comment cette dernière travaille-t-elle pour protéger et valoriser durablement la biodiversité au Cameroun?
Et peut-être avant pour nos auditeurs, notamment pour ceux qui vivent au Cameroun, dans quelle partie du Cameroun êtes-vous basé, Guy? Oui, actuellement, Green Mind est basé au Cameroun à Yaoundé, mais nous avons un bureau également dans la région du Nord à Garoua. Nous partageons les bureaux avec une autre organisation locale et où nous avons également mené quelques petites activités de sensibilisation jusqu'ici. Donc, je voudrais par là dire que Green Mind, au départ, a pour mission d'aider à améliorer de manière durable les conditions de vie et de réduire la pauvreté des communautés à travers le développement et le transfert de connaissances scientifiques et techniques. Ceci en passant par plusieurs points, à savoir la sensibilisation environnementale par laquelle nous devons passer par des campagnes éducatives, des ateliers et des activités communautaires pour informer et mobiliser les citoyens, en particulier les jeunes, sur les enjeux écologiques actuels et l'importance d'adopter des comportements responsables. Nous avons également comme autre objectif de la promotion des énergies renouvelables. Ici, nous pensons encourager l'adoption des solutions énergétiques propres. Lorsqu'on sait que les sources d'énergie actuelles sont polluantes, nous pensons que il est important pour nous de faire promouvoir les kits solaires et les foyers améliorés et autres alternatives pour pallier aux problèmes de changement climatique. Nous avons également notre objectif qui est de valoriser les ressources locales. Ici, nous comptons accompagner les communautés dans la mise en valeur de leur savoir-faire, en espérant pouvoir stimuler un développement économique respectueux de l'environnement, notamment à travers l'agriculture durable et l'artisanat, sans oublier l'écotourisme qui est un élément important, non pas seulement pour les communautés, mais pour le pays tout entier, générant bien entendu beaucoup de revenus. Et le quatrième point, qui est notre quatrième objectif, qui est la conservation participative. Ici, nous comptons impliquer activement les populations locales, celles qu'on appelle aujourd'hui les peuples autochtones. Ici, dans la protection de leur patrimoine naturel, en les plaçant au cœur des projets et des projets de préservation des écosystèmes et de la biodiversité afin d'assurer une gestion durable et équitable des ressources. Donc voilà, ainsi présenté notre émission avec quelques objectifs que nous nous sommes fixés d'atteindre. Très intéressant, Guy. Et justement, vous parliez des communautés, enfin des peuples autochtones. J'ai une question pour vous. Est-ce que pourriez nous donner un exemple concret d'un projet que vous avez mené avec Green Mind et qui a eu un impact significatif sur le développement des communautés locales? OK. Ici, sur ce point, je dirais que actuellement, Green Mind and Development, pardon, n'a pas encore concrètement mis en œuvre un projet sur le terrain, mais toutefois, nous menons des actions de sensibilisation via notre page digitale Facebook et nous collaborons particulièrement avec les volontaires de Greenpeace au Cameroun. Par le biais de la plateforme qui a été mise sur pied, Mboa Hub. Nous travaillons avec eux et nous nous participerons aux campagnes de sensibilisation. Nous avons par exemple participé à la campagne de sensibilisation des peuples Baka et nous avons également participé à la signature, à faire signer les pétitions pour la préservation de plus de 10 000 hectares qui avaient été octroyés à une firme internationale, Heracles Farm. Nous avons également contribué à la signature des pétitions pour que cette dotation de terre puisse être arrêtée parce qu'elle ne cadrait pas avec les normes de développement durable. Faut dire qu'actuellement, nous sommes également membres d'une plateforme, Yoneka, qui est la Youth Network for Climate Action, un réseau qui regroupe plusieurs organisations de jeunes engagés pour le climat
Avec ses partenaires, nous participons bien entendu à de diverses activités communautaires de sensibilisation dans les établissements et, et dans les marchés. Nous sensibilisons les populations sur les préoccupations de l'environnement, sur le plastique. Et actuellement, nous sommes bien entendu en train de rédiger des projets. Nous rédigeons des projets vu que la mise en œuvre de la plupart de ces projets demande certains fonds. Et comme nous fonctionnons pour l'instant avec des fonds propres et des volontaires, nous essayons d'adapter des petits projets qui ne nous demanderont pas assez de moyens aujourd'hui pour les mettre sur pied dans les mois qui viennent. Merci Guy pour toutes ces exemples et ces projets à venir. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Euh, je voulais revenir sur une question un peu plus générale et je fais appel là à votre expérience et à votre engagement qui date maintenant. Quels sont les grands défis en fait auxquels est confrontée la biodiversité au Cameroun et en Afrique plus généralement, mais on peut déjà regarder le cas du Cameroun ensemble. OK. La biodiversité au Cameroun et en Afrique en général fait face à plusieurs défis majeurs, dont les plus percutants, les plus préoccupants sont la déforestation et la conversion des terres à l'exploitation forestière. Je voudrais ici rappeler que lorsque je faisais mon master 2, j'ai travaillé sur le thème qui était intitulé Impact de l'exploitation illégale du bois d'œuvre sur la biodiversité, le cas de la localité de Man dans le sud Cameroun. Euh, c'est un thème assez pertinent et tellement difficile à réaliser parce que l'exploitation illégale est vraiment accrue au Cameroun et dans tout le bassin du Congo également, ce qui ne permet, et tellement il est accru que l'accès à l'information est également difficile. Donc, je dirais ici que la déforestation et la conversion des terres à l'exploitation forestière sont souvent illégales et non durables. Et l'expansion de l'agriculture industrielle et de l'habitat humain entraîne une très grande perte massive pour l'habitat naturel. Au Cameroun, par exemple, je dirais que la conservation des forêts, la conversion des forêts en plantation de palmiers à huile ont eu un très fort impact dans les zones agricoles détruites des écosystèmes riches en espèces endémiques. Vous pouvez imaginer que ce sont des espèces qu'on ne verra certainement plus parce que on détruit de vastes espaces forestiers. Il y a également le braconnage et le commerce illégal des espèces sauvages. De nombreuses espèces emblématiques comme les éléphants, les pangolins ou les grands singes sont menacées. Nous parlerons également des changements climatiques proprement dit. Les modifications des régimes climatiques affectent les cycles biologiques et les zones de répartition des espèces des ressources en eau. En Afrique centrale, par exemple, le climat le plus sec ou irrégulier menace les écosystèmes forestiers et les zones humides qui abritent une biodiversité unique dans le monde entier, comme on le sait. Et les changements climatiques cause beaucoup de dégâts dans ce sens-là. Il y a également la pollution et l'utilisation croissante des pesticides et des déchets plastiques, la pollution des rivières et des sols qui affectent non seulement la santé humaine, mais aussi celle des écosystèmes, d'où la nécessité de travailler beaucoup dans le One Health qui prend en compte la santé humaine, animale et environnementale. Les espèces aquatiques sont particulièrement touchées par les contaminations des eaux. Les espèces, on peut citer, on peut constater aussi que beaucoup d'espèces halieutiques disparaissent sans qu'on ne puisse expliquer le comment et le pourquoi. Mais c'est avec la simple cause qui est la pollution. Je parlerai également de la pression démographique et le manque de gouvernance environnementale.
Cameroun, par exemple, la croissance rapide de la population entraîne une forte demande en terre, en bois et en viande de brousse et en ressources naturelles, je dirais également. Actuellement, par exemple, je suis dans la région du Nord Cameroun où il est presque difficile de trouver des espaces verdoyants, des espaces vraiment boisés, parce que le fait qu'il y ait un manque de forêt, il y a coupe des espèces, il y a coupe du bois de manière anarchique. Ça fait que l'avancée du désert est énorme de ce côté. Et c'est un phénomène aggravé par la faiblesse des politiques de conservation, le manque d'application des lois environnementales et une faible implication des communautés locales dans la gestion des ressources. Donc, pour finir sur ce point, je dirais que les enjeux sont multiples et complexes et interconnectés. La conservation de la biodiversité au Cameroun nécessite des réponses coordonnées basées sur la gouvernance locale. L'éducation environnementale, qui pour moi, reste la base sur laquelle il faut aller, ça reste l'élément central sur lequel il faut s'appuyer pour pouvoir mener beaucoup d'actions, la justice sociale et l'intégration du développement durable dans les politiques publiques. Merci Guy. Justement, sur le sujet de l'éducation environnementale, vous le savez très bien puisque vous faites partie de nos tuteurs bénévoles chez Youth Conservation. Donc, on sait que voilà, c'est un sujet qui vous tient à cœur. C'est un sujet qui nous tient à cœur au Papaco aussi. Comment ça se passe au Cameroun, justement? Comment vous voyez l'évolution de l'éducation et de la sensibilisation à la conservation depuis quelques années et dans les années à venir? Est-ce que les choses changent? Est-ce que c'est voilà, est-ce que les mentalités évoluent? Est-ce que les comportements sont en train de changer? Voilà, quelle est votre vision sur ce point-là? OK. Je dirais qu'au Cameroun actuellement, l'éducation environnementale est en train de prendre des proportions chaque jour un peu plus. Et elle va jouer un rôle de plus en plus central dans les années à venir, tant au Cameroun qu'en Afrique. Déjà, pourquoi? Parce que la prise de conscience écologique progresse. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Lorsque je rentre peut-être 10 ans en arrière, je vais en 2015, très peu de jeunes s'intéressaient à l'éducation environnementale. Il y avait très peu d'activistes environnementaux, il y avait très peu de jeunes personnes engagées dans l'éducation environnementale. Aujourd'hui, le parcours que j'ai fait, le nombre de jeunes que j'ai rencontrés, ceux avec qui on travaille, je me rends compte que c'est quelque chose qui est en train de se réveiller. Les jeunes se réveillent réellement. Et davantage, l'éducation environnementale est en train de prendre une ampleur. L'éducation environnementale évolue vers des formats plus pratiques et participatifs. Je pense qu'au lieu de se limiter à des théories, elle va, dans les années à venir, impliquer davantage des activités sur le terrain, les projets communautaires et la démarche concrète qui est le reboisement, la gestion des déchets et l'agroécologie, qui vont permettre de relier directement les apprentissages théoriques à l'action. Par ailleurs, il y a la digitalisation et l'éducation qui offre de nouvelles opportunités. Vous avez parlé tout à l'heure des MOOC avec la Papaco et les nouvelles déserts protégés, par exemple, que je suis depuis plusieurs années aujourd'hui. Les MOOC et les webinaires des plateformes éducatives locales pourront rendre l'éducation environnementale plus inclusive, même dans les zones éloignées. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet et d'un smartphone, et de se connecter et d'être éduqué. Donc, j'encouragerais beaucoup les jeunes à, à s'intéresser à ça, à se lancer, à s'informer, à s'éduquer pour pouvoir pallier à ces problèmes d'éducation environnementale. Et enfin, euh, je pense que elle doit devenir une matière ou quelque chose d'assez transversal pour pouvoir intégrer à tous les niveaux de l'enseignement et dans toutes les disciplines. Il ne s'agit ici pas seulement d'un sujet de biologie ou de géographie, mais d'un enjeu global
ça concerne la Terre, la planète toute entière. Ça concerne l'économie, la citoyenneté, la santé, la technologie, bref, tout. Donc, l'éducation environnementale de demain sera plus pratique. Elle devrait être plus pratique, plus numérique, plus communautaire et plus intégrée dans les parcours de formation. Elle doit former les citoyens responsables et capables d'agir pour un avenir durable. Ouais, merci Guy, c'est très intéressant. Merci de partager votre vision ici avec nous. Euh, J'avais une question concernant que j'aime bien poser à mes invités, c'est la place, enfin comment vous voyez la place de la science et de l'innovation dans les projets de conservation. Alors pas forcément directement menés par votre ONG, mais de façon plus générale, comment vous voyez la place de l'innovation dans les projets de conservation de la biodiversité au Cameroun? La place, la place que, je dirais que la science et l'innovation, déjà, elle occupe une place assez essentielle déjà même dans notre démarche à Green Mind and Development, parce qu'elle est déjà essentiellement conçue d'étudiants ou d'anciens étudiants et des chercheurs. Donc, nous considérons la science comme un levier incontournable pour répondre efficacement aux défis environnementaux actuels. D'un côté, nous avons la science. La science ici, elle permet de mieux comprendre les écosystèmes et les impacts des activités humaines et leur dynamique locale. Je pense que nous pouvons nous appuyer sur les données des études scientifiques et des diagnostics de terrain pour orienter nos actions de manière précise et pertinente. Cela pourra renforcer la crédibilité et l'efficacité de nos interventions. Si nous menons des actions sans avoir pris à la base des données scientifiques, nous sommes presque sûrs que les résultats peuvent être biaisés et serait un travail qui sera fait en vain. D'un autre côté, lorsqu'on parlait d'innovation, l'innovation ici doit être au cœur de notre approche et non pas seulement à Greenman, mais partout où on devrait travailler pour le compte de la préservation de l'environnement et des ODD, car euh, l'innovation devra permettre de proposer des solutions adaptées. Vous savez, tout est dynamique aujourd'hui. Il faut pouvoir adapter des actions aux réalités que nous vivons. Il faut pouvoir être créatif et pouvoir avoir une accessibilité aux communautés pour pouvoir réellement savoir quel est le problème actuel et savoir ce qu'il faut développer d'innovant pour pouvoir résoudre le problème que nous avons peut-être décelé. Je pense qu'il s'agit ici, euh, pour nous et pour tous les autres, je dirais, les technologies vertes à faible coût, par exemple, comme dans les foyers améliorés que nous encourageons les populations à utiliser. Il y a les kits solaires, par exemple, également, qui sont des solutions pratiques pour pouvoir atténuer les effets des changements climatiques. Il y a également également des pratiques agricoles durables ou de nouvelles méthodes de sensibilisation. Par exemple, il y a l'usage des réseaux sociaux que nous pouvons utiliser. Il y a également des podcasts ou des storytelling environnemental que nous pouvons également utiliser comme innovation. Et à chaque fois, il sera toujours question pour nous de chercher à innover pour maximiser l'impact de nos projets, pour justement matérialiser cette innovation, cette recherche-là dans l'optique de résoudre des problèmes environnementaux. Donc, je finirai par dire que la science et l'innovation vont nous permettre non seulement de mieux agir, mais aussi d'inspirer et d'impliquer les autres autour d'une transition écologique qui se veut juste, inclusive et durable. Ouais, en effet. Merci.
J'aurais pas dit mieux, merci. Je pense que vous avez bien résumé en tout cas le rôle du progrès technique et donc je pense que c'est effectivement dans cette direction qu'il faut aller. Et ce Mhm. podcast est la preuve qu'on peut utiliser des canaux de communication qui avant n'existaient pas et qui permettent d'œuvrer en faveur de la protection de la biodiversité. Bien Euh, évidemment. Guy, le temps file. J'ai peut-être deux dernières questions à vous poser. Une qui serait sur votre engagement. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui quotidien, dans votre engagement pour la protection de la biodiversité et votre travail au sein de Green Mind and Development? Je dirais d'abord, de manière personnelle, ce qui m'inspire dans mon engagement, c'est avant tout la volonté de protéger ce qui nous est essentiel. Et comme je l'ai dit plus haut, j'ai d'abord cet amour, j'ai d'abord ce sentiment humanitaire qui vient à moi parce que j'aime bien apporter secours aux gens. Donc, je pense que notre terre, nos ressources et les générations futures ont besoin les générations futures ont besoin qu'on leur lègue quelque chose de bien. Grandir en Afrique, c'est vivre au quotidien cette proximité avec la nature, mais aussi constater à quel point elle est menacée. Elle est menacée. Voir des forêts disparaître, des rivières s'assécher ou des communautés souffrir du changement climatique m'a profondément marqué. Parce que il faut dire que j'ai grandi déjà au sud, à Yaoundé, et après mes études, je suis venu dans la région nord du Cameroun pour travailler. Et les changements climatiques sont très rudes. Le climat, il fait pratiquement cette période-là, 42 degrés Celsius. Vous pouvez imaginer comment c'est difficile de vivre dans un environnement comme celui-là. Donc, je suis aussi porté par la foi et la jeunesse africaine en sa capacité à être moteur d'un changement. Lorsque je vois des jeunes s'impliquer, proposer des idées, agir sur le terrain ou en ligne, cela me donne de l'espoir et pour ça continuer. C'est cette énergie collective, ce sens du faire ensemble qui nourrit beaucoup mon engagement. Et je suis toujours inspiré par des modèles de résilience communautaire locale qui, malgré des moyens limités, servent à s'organiser, innover et préserver leur environnement, leur savoir-faire, leur lien avec la nature et leur dignité face aux difficultés. Donc, je dirais que je suis inspiré par l'urgence d'agir, par la puissance de l'engagement collectif, par la conviction qu'un avenir durable juste est possible si chacun joue sa part de rôle. Une action locale, si chacun l'amène dans son petit environnement quotidien, elle peut devenir globale plus tard. Merci Guy, très inspirant. Bon, vous l'avez déjà un petit peu fait, mais bon, je terminerai toujours mes entretiens par cette dernière question. Est-ce qu'il y a un message, un dernier message ou un conseil que vous aimeriez donner aujourd'hui à tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent s'engager dans la conservation? Euh, Mon principal conseil serait de demander à tout le monde de toujours commencer là où on se trouve, avec ce qu'on a. Donc, je dirais commencer là où vous êtes avec ce que vous avez, car l'engagement en conservation ne demande pas forcément de gros moyens ou de diplômes spécialisés. Euh, Nous pouvons commencer souvent par des petits gestes, s'informer, sensibiliser son entourage, participer à des actions locales, réduire les impacts environnementaux au quotidien. Donc, engager, j'ai demandé aux jeunes, à toute la population, non pas seulement aux jeunes, mais de s'engager avec passion et de rester ancré dans les réalités locales. Et n'ayez pas peur de commencer petit. C'est par l'action collective et continue que l'on construit un vrai changement. Oui. Merci beaucoup Guy pour ce mot de la fin.
Je vous remercie pour votre temps, ce témoignage très inspirant pour nos auditeurs. Et écoutez, on vous souhaite en tout cas une belle continuation au sein de Green Mind and Development pour continuer à protéger durablement la biodiversité. Merci Guy. Merci, Hélène. Si vous permettez, je vais dire un dernier mot. Bien sûr. Euh, je vais dire un dernier mot à vous qui allez m'écouter. Je voudrais dire, la vie de notre planète dépend de chacun de nous. Face aux défis environnementaux, nous ne pouvons plus rester spectateurs. Vous avez tous un rôle à jouer à votre échelle, dans vos choix quotidiens, dans vos engagements, dans votre manière de voir et de respecter la nature. La nature nous parle, écoutons-la, protégeons-la et continuons ensemble un avenir durable, juste et vivant. C'est possible. Comme nous le disons à Green Mind, our future, our action. Je vous remercie. Merci Guy. Bonne journée. Merci Hélène, bonne journée à vous. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.